is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Bonjour à tout le monde dans le chat. Est-ce que vous pouvez vous confirmer que vous nous entendez bien, que vous êtes là, que vous avez la pêche? Aujourd'hui, j'ai la chance, en plus de vos chroniqueurs habituels, d'être accompagné par deux anciens élèves d'Alira. C'est la saison. Sébastien et Steve. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, Sébastien et Steve? Peut-être Sébastien pour commencer. Ouais, donc ancien d'Alira, promotion Covan, ça commence un peu à dater. Moi, je suis de formation de dev à la base et maintenant, je me lance dans l'entrepreneuriat et je remercie l'équipe d'Alira de nous avoir invités aujourd'hui. Eh ben, c'est avec plaisir. Steve? Eh bien, écoute, tout comme Sébastien, ancien élève d'Alira, formidable école, promotion Robsten, j'embrasse tous les Robsteniens qui sont là. Donc, parcours consultant blockchain et actuellement responsable de projet pour le projet Ashguard, qui est né effectivement à Alira. Trop bien. Eh ben, vous allez nous parler plus de tout ça, puisque vous êtes, je disclose un tout petit peu en avance pour teaser, mais ce sera le dernier sujet dont on parlera. Vous êtes incubé actuellement à Cube 3, mais vous allez nous raconter tout ça, le comment, le pourquoi, vos projets, tout ça. Comme toujours, nous avons nos trois chroniqueurs habituels et préférés, Cyril, Gaëtan et Daniel. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les quelques nouvelles personnes qui nous rejoignent cette semaine? Allez, Cyril. Allez, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je suis formateur des développeurs et notamment, j'étais formateur du coup pour Sébastien fut un temps en immémoriaux. Non, voilà, donc très heureux de te revoir et très heureux de revoir des anciens à chaque fois. Vas-y, Daniel. Daniel Villa-Montero, j'assure la direction pédagogique chez Alira et je suis auteur d'ouvrages de référence sur la blockchain. Parallèlement à ça, je vais faire une petite parenthèse. On sent bien que c'est une tradition à Alira puisqu'il y a les différentes dynasties qui se suivent. Kovan, on se dit oui, c'est dans les temps immémoriaux. Et Robsten est encore un peu juvénile. Allez, Robsten. Voilà. C'est presque comme les millésimes des vins. Hein. Ouais, c'est ça. On en parle comme les millésimes de vin, quoi. Ah bah, chaque promo, c'est 100, 200, il y a Kovan derrière. Chaque promotion, c'est 100, 200, 300 apprenants. Et ça fait un vin unique à chaque fois. Donc, voilà. Moi, j'ai une petite préférence entre les deux, mais je dirais pas laquelle. On ne dit jamais à ses enfants lequel on préfère. Gaëtan. Et salut à tous, du coup, moi je suis Gaëtan, je suis formateur de consultant blockchain et de finance décentralisée. Et moi j'ai eu l'honneur d'avoir Steve, du coup, je suis jaloux. Du coup, Cyril a eu Sébastien, moi j'ai eu Steve en formation. C'était il y a combien de temps déjà? C'était il y a 6-8 mois, non? Je me rappelle plus exactement. Date de 2022, nous. Fin 2022. C'était la rentrée de septembre 2022, c'est ça, non? Avant, je sais plus, j'ai même plus les dates en tête. J'ai un gros trou de mémoire. Je sors les archives, je vais vous le dire. Je pense que c'est ça, Robsten.
On a dû passer la fin de formation, je crois, c'était vers mai ou entre mai et juillet, Ok, à peu ok, près. donc c'était avant la rentrée 2022. Très bien. Voilà. Donc, Bon, et donc, vous l'aurez compris, pour les personnes qui nous rejoignent, mais je pense que vous le savez, Alira, c'est l'école de la blockchain et de l'IA maintenant depuis peu. On forme des professionnels de ces deux secteurs pour pouvoir intégrer justement l'écosystème blockchain ou IA. Et puis parfois, ces anciens intègrent l'écosystème en créant leur propre projet. On y reviendra donc en troisième sujet. Et moi-même, je me suis présenté, mais je suis Jérémy Vauquier, le président d'Alira et son fondateur. Aujourd'hui, on va vous parler du grand sujet du moment. USA, a land of freedom. On a hésité à appeler le sujet l'Empire contre-attaque, mais Disney apparemment est un peu agressif sur ses droits d'auteur, donc on a évité de faire la blague. On parle évidemment de l'accord, de la procédure de plaider coupable dans laquelle CZ a été embarqué par les États-Unis et au titre de laquelle il a accepté de verser 50 millions de dollars. Donc ça, c'est lui de sa poche perso. Et en plus de ça, il y a une petite amende de 4 milliards de dollars sur la tronche de, je ne sais plus le montant exact, je crois 4 milliards 7, je crois. 4 milliards 3 sur la tête de Binance. Ce dont il est accusé, c'est des accusations de... Essentiellement, en fait, ça tourne autour du blanchiment d'argent, notamment le fait de pas avoir filtré suffisamment des fonds qui venaient d'entités qui étaient interdites aux États-Unis. On pense à des choses en lien avec l'Iran, avec le Soudan, etc. Et le fait de ne pas avoir été assez proactif du coup pour mettre en place ces systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent. CZ, dernière information importante, a accepté de démissionner de Binance en tant que CEO. Donc ça a été annoncé maintenant il y a de mémoire 3 jours, 2-3 jours. Donc c'est un choc qui est assez profond. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle, les uns et les autres? Est-ce que c'est la fin d'une ère? Ouais, c'est la fin d'une ère parce que déjà tous les personnages majeurs du cycle précédent ont presque tous disparu. Quand on y réfléchit un petit peu, que ce soit SBF de chez FTX, le directeur, le PDG de Celsius dont j'oublie le nom, Three Arrow Capital, et là le PDG de Binance, c'était un peu le dernier soldat qui restait du cycle précédent. Donc c'est assez, je vais dire marrant, mais c'est assez étonnant de voir que, en fait, faut pas être une célébrité en crypto parce qu'on finit toujours par mourir, quoi. C'est terrible. Ils ont une espérance de vie de 3 ans, hein, c'est terrible. Ouais. C'est ça. Ils peuvent durer un cycle crypto, mais pas plus. Donc déjà, c'était assez marrant de constater ça. Après, par contre, je pense que de manière générale, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait une enquête de la DOJ américaine sur Binance. Ça a ouvert en 2018, je crois. C'est assez vieux. Ça traînait depuis des années. On ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Et donc, au final, le fait d'avoir cet accord, je veux dire à l'amiable, oui et non, mais cet accord financier, parce que les États-Unis ont toujours une manière un peu particulière de régler leurs problèmes juridiques. On fait un accord, on vous payez beaucoup d'argent et on n'en parle plus, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est plutôt positif dans le sens où l'acteur Binance va continuer à exister, même si c'est avec un PDG différent. Au moins, l'acteur sera toujours là. Et donc, c'est un peu. On avait une épée de Damoclès au-dessus de nous depuis plusieurs années et elle est enfin partiellement enlevée. Donc, c'est plutôt positif, en fait, je pense. c'est une résolution, c'est-à-dire que si on accepte le fait qu'on savait qu'il y avait cette menace qui pesait depuis un moment sur la tête de l'écosystème, finalement, la résolution est moins catastrophique que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est ce que tu dis, quoi. C'est ça, c'est ce que je dis. Après, ça va quand même plus loin que juste les 4 milliards de dollars, parce qu'initialement, c'est les premières lignes qu'on a vues, c'est bon, Binance paiera 4 milliards de dollars et c'est réglé. Il y a quand même plus de choses que ça. Hein. Ils vont avoir un suivi américain, enfin une mise sous tutelle américaine pendant 5 ans, je crois, avec un expert en conformité qui devra gérer tout ce qui se passe chez Binance. Ouais, c'est ça. Et puis il y a pas mal d'autres petits trucs dont j'oublie les détails, mais c'est pas juste le paiement d'une amende, ça va quand même un petit peu plus loin que ça. Voilà, c'est se soumettre à une surveillance de 5 ans, respecter des engagements de conformité, se retirer complètement des États-Unis et réaliser une analyse rétrospective pour identifier et signaler les transactions suspectes précédemment omises. Donc ça va quand même un petit peu plus loin que juste une amende, c'est ça qui est intéressant. Du coup, petite précision aussi là-dessus, quand on dit partir des États-Unis, en fait, c'est pas vraiment partir des États-Unis. Ils ont une filiale aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il existe Binance et il existe une autre entreprise qui s'appelle Binance US. J'ai des travaux chez moi, j'espère qu'on n'entend pas trop. On entend nickel. Ok, parfait. Et donc, du coup, le fait est que Binance normal ne complie pas sur tous les points avec les régulations américaines.
en termes de vérification de où vont les fonds, de blanchiment d'argent, de ce genre de choses. Et Binance US, lui, par contre, est beaucoup plus compliant. En tout cas, la filiale existe justement pour qu'il n'y ait pas de problème. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont accusés justement d'utiliser toujours Binance US, enfin Binance normal, pour continuer à avoir des clients aux US, chose qui leur est interdite normalement. Et c'est aussi ça ce qui leur est reproché. Et c'est pour ça que Binance normal doit partir des États-Unis et ne doit plus interagir avec aucun client aux US. Mais par contre, il existera toujours Binance US qui pourra intervenir là-bas. Notamment, Enfin, c'est pour des histoires de security token, bref. Et Binance US n'est que l'ombre de lui-même, je crois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de disparaître dans tous les cas, hein. Ça n'a jamais été un échange majeur aux États-Unis et Je suis d'accord. ça ne fait que diminuer au cours du temps. Donc en gros, Binance ne sera plus accessible aux citoyens américains, je pense. Enfin, c'est une vulgarisation. Il y aura toujours Binance US, tu as raison. Mais l'idée, c'est Bah, quand même à mon avis, c'est qu'ils veulent le dégager quoi, globalement. Le fait est qu'ils ont décidé de mettre du coup un nouveau PDG quand même à la place de CZ, qui s'appelle Richard Teng, j'ai son nom devant les yeux, et qui précédemment à ça était notamment responsable mondial des marchés régionaux. Donc en fait, c'est celui qui s'occupait notamment de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe et de pas mal de territoires. Et avant ça, en fait, il participait aux régulations notamment. Il a travaillé pendant 13 ans à l'autorité monétaire de Singapour, et ce travail, du coup, à l'autorité monétaire de Singapour, c'est un travail de régulateur. Et je pense aussi que la volonté de ce changement de CEO pour placer quelqu'un de régulateur, c'est d'essayer de montrer de la sécurité, montrer à tout le monde que non, ils savent faire dans la régulation, ils savent faire dans le côté on en fait plus que ce qu'il ne faut. Et donc, potentiellement, c'est aussi un moyen pour eux de se racheter auprès du monde, auprès des investisseurs, et pourquoi pas auprès des US. Si ça se trouve, ils vont justement mettre à fond la gomme sur Binance US. J'en sais rien, mais ça peut être une possibilité, en tout cas, d'évolution pour eux. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Daniel, de ton côté? Vraiment, bah, je vais le dire. Déjà, je remarque que quand beaucoup de banques asiatiques sont ouvertement accusées de faciliter du blanchiment des différents cartels de la zone et ne prennent pas des amendes de 4 milliards. Bon, je ferme la parenthèse. Mais en l'occurrence, je vais aller sur un point plus important. Bah, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que, comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, bah, en fait, c'est l'écosystème blockchain, l'écosystème de Web3, ce n'est pas un écosystème d'individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de figure, il ne doit pas y avoir de figure. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est reproché par beaucoup de passionnés. Quand on a des protocoles, des Ethereum Killer ou Polkadot ou plein d'autres protocoles, il y a toujours le fait que il y a une figure qui a son ego, qui va avoir un impact colossal en fait sur le projet. Et en fait, ce qui est beau dans l'écosystème Web3, c'est que normalement, aucun projet ne devrait être dépendant de la figure de quelqu'un. Et CZ était une figure, c'était un des derniers rois, on va dire les choses clairement, un des derniers rois qui va donc rejoindre ce panthéon. Je trouve qu'il le rejoint de manière plus noble que d'autres. Et en fait, la question moi que je me pose, c'est que on va commencer à avoir une fin de l'adolescence des tiers de confiance liés à la blockchain, ce qui permettra de faire du on-ramp et du off-ramp, parce qu'en fait, également, l'idée, c'est ça. Et en fait, peut-être que justement, on va aborder ces questions-là avec plus d'intelligence, elles vont être mieux abordées médiatiquement, et les gens vont comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde maritime et le monde portuaire. Et le monde terrestre. La mer, c'est la blockchain, donc c'est vraiment cet espace de liberté qui, par des différentes raisons, ne peut pas être régulé, puisque ce sont des protocoles informatiques décentralisés qui se régulent eux-mêmes, et c'est du code, on ne peut pas réguler du code, on peut réguler les gens qui l'utilisent par contre. Il y a ces infrastructures portuaires qui permettent justement de prendre du fiat et de mettre des fonds on-chain et inversement. Et puis il y a le monde terrestre qui est le monde, on va dire, entièrement régulé, où l'argent ne véhicule que par du tiers de confiance. Donc, et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ce virage qu'on est en train de prendre actuellement avec Binance fait comprendre en fait que le système portuaire est un système de terre. C'est-à-dire que les ports sont sur de la terre. Ils permettent d'accéder à la mer, mais c'est un truc qui est sur de la terre. Donc ça doit être régulé comme une autre. Aucun passionné du Web3 ne dit qu'un échanger ne doit pas être régulé.
qui doit pas avoir un collatéral de 1 pour 1 par rapport à ce qu'il a comme réserve. Enfin, personne n'est assez fou pour vouloir ça. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est éviter, c'est que Binance fasse les mêmes erreurs qu'avant. Donc, on va essayer de le réguler. Après, est-ce qu'une régulation, est-ce que des gens qui suivent vont empêcher Binance de faire des choses moralement discutables? Les autres systèmes bancaires sont parfaitement régulés et font des choses discutables de temps à autre. Donc, voilà. Ah bon? Ah bon, voilà. Non, et je voulais juste revenir aussi sur un point qui a été évoqué dans le chat avec l'accord de la SEC. Enfin, l'accord qui a été trouvé, c'est avec le DOJ, comme l'a cité notamment Gaëtan, qui est le Department of Justice américain. Mais c'est pas en effet avec la SEC. La SEC, c'est le bureau qui regarde en fait tous les trucs financiers de manière générale aux États-Unis. Et la SEC, ils ont aussi plein de petits problèmes avec Binance, comme ils ont avec tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu généralisé le cadre à USA, Land of Freedom, et pas uniquement Binance et la régulation. Du coup, par exemple, la SEC reproche à Binance d'utiliser aussi l'argent des dépôts en crypto pour le compte de Binance, et donc du coup pour l'usage de Binance. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont reproché il y a 2 jours que j'avais vu à Kraken. Pareil, ils ont dit exactement la même chose. Vous utilisez l'argent des dépôts des gens pour en fait votre propre profit et par exemple vos utilisations courantes de besoin d'argent, quoi, les salaires et ce genre de choses. Donc voilà, la SEC, ils sont embêtants, et ils sont embêtants avec tout le monde, notamment avec Binance et notamment avec Kraken en ce moment, comme ils l'ont été avec la censure de MEV Boost et ce genre de choses dans le passé aussi, quoi. Mais... Alors, ils le sont toujours avec Coinbase et Kraken même, parce qu'en fait, avec Kraken, ils ont déjà fait un settlement de 30 millions de dollars, je crois, au début de l'année pour leur produit de staking Ethereum. Kraken a dit OK, on paye et dropper les charges. Je trouve plus le mot français, mais vous avez compris. Et là, il y a 2 jours, ils font une nouvelle attaque sur le fait que Kraken utilise les fonds des clients, mais aussi sur le fait qu'ils listent des securities, le fameux securities dont on parlait depuis des années. Il y a la même attaque en cours contre Coinbase depuis plusieurs mois. Coinbase, par contre, a décidé de ne pas payer l'amende et amène le sujet en justice. Donc, il y a un procès qui aura lieu entre Coinbase et la SEC sur la question. Et je pense que Kraken va faire la même chose. Enfin, leur PDG a annoncé ça hier. Pareil, ils ne vont pas payer l'amende, ils ne vont pas settle avec la SEC et ils vont en justice pour régler la situation. Binance fera sans doute la même chose et ira en justice contre la SEC, j'imagine, pour... qu'enfin ils puissent nous dire si oui ou non certaines cryptos sont des securities, ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué aux États-Unis. Hein. La SEC ne veut pas dire clairement quelle crypto est une securities et quelle crypto ne l'est pas. Donc on est dans un flou juridique qui dure depuis des années, dans lequel la SEC ne s'exprime pas, mais par contre elle vous colle des procès aux fesses et elle vous demande de payer beaucoup d'argent. Donc c'est un peu compliqué. Et enfin, je suis assez content que ces organismes ripostent de manière judiciaire pour au moins forcer la SEC à s'exprimer en fait et à trancher. Ou si c'est pas la SEC, ce sera la justice de le faire, quoi. Ouais, ça va permettre d'avoir une jurisprudence qui soit établie et ça ne peut être que bénéfique. Moi, l'histoire là sur Binance je trouve qu'il y a une vraie preuve de résilience. En tout cas, c'est toujours risqué de faire ce genre de déclaration 3 jours après, mais je vais prendre le risque. Je trouve qu'il y a une vraie preuve de résilience jusqu'à présent, en tout cas au niveau de Binance, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a plein d'utilisateurs qui se sont précipités pour récupérer leurs fonds. On est à 1,7 milliard de mémoire au moment où je parle de retraits qui ont été faits là, dans les dernières 48 heures sur la plateforme. Donc, bon, on peut comprendre, hein, les gens récupèrent leurs fonds, ils n'auraient pas dû les laisser là de base. Mais donc, mais les récupérer à ce moment-là, c'est un peu suspect. Ouais. Mes Ethers, tu vois, et ils les récupèrent sur leur truc, très bien. Et donc, a priori, ça correspond à un peu moins de 2% des réserves disponibles chez Binance. Donc, en fait, ça va. Et de la même manière, quand on lit le message de démission de CZ, la passation, et même, alors désolé, habituellement je ne commente pas les cours, mais franchement, avec une nouvelle pareille, on aurait pu s'attendre à ce que tout le marché prenne moins 20%, quoi. Ça aurait été normal. Oui. À ce que pour moi, c'était pricé depuis un moment. Hein. Et non, en fait, juste non. Il s'est à peu près rien passé, quoi. Oui, ça veut dire que c'était pricé. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le marché était au courant qu'un jour ou l'autre, ça allait leur passer et que, en fait, il n'y a pas de nouvelles en fait dans l'histoire. Bah, voir le marché estime que c'est quelque chose de positif en fait, c'est qu'enfin justement le problème est réglé et que cette épée de Damoclès est enfin derrière nous et donc c'est limite positif. Je sais pas, j'ai pas trop vu le marché, mais je pense qu'il est soit stable, soit légèrement positif, quoi. Il y a une très légère baisse sur 24 heures, mais c'est pas quelque chose de très grave. C'est anecdotique, quoi. C'est anecdotique, c'est comme tous les jours en crypto, quoi. Donc tout va bien. On aura commenté les cours. Je n'ai pas coutume.
Non, on est là juste pour commenter cette image de. Ils ont quand même perdu 1,5 milliard, enfin quasiment de dollars. C'est pas cool, quoi, pour eux. Vraiment, pas ouf. Ce qui est sympa par contre sur CZ en tant que tel, c'est qu'on a dit qu'il démissionne et il a l'interdiction d'exercer une fonction au sein de Binance pendant 3 ans. Par contre, rien ne l'empêche de revenir plus tard. Donc il reste propriétaire majoritaire de Binance, donc c'est lui qui a la majorité des parts. Et il est libre de revenir dans 3 ans s'il le souhaite. Voilà, donc ça c'est intéressant, il a quand même le droit de revenir. Par contre, il a quand même laissé la modique somme de 175 millions de dollars en caution. Voilà, Pour repartir chez lui. Ouais, Il habite où, à Dubaï ou un truc comme ça? Aux Ouais. Émirats Arabes Unis, ouais, je crois. Ouais. Donc, ça doit être une broutille pour lui, 175 millions de dollars, j'imagine, mais c'est quand même intéressant. En plus de payer 50 millions de dollars d'amende, il a aussi déposé ça en caution. Bon, qui récupérera sans doute, hein, mais ça fait quand même une sacrée caution. Et sachant que maintenant, il a annoncé vouloir devenir petit investisseur passif dans des startups sur la blockchain, sur la biotechnologie, sur l'IA. Si vous avez des projets, envoyez un mail à CZ, on sait jamais. Hein, quand même. Ouais, moi j'ai CZ au conseil d'administration de OpenAI, à mon avis, ça va être sympa, tu vois. À quand ça limitera les coups d'État. À quand au board de Behind the Gate et de Hashguard, quoi. Mais, Il s'est proposé d'être mentor en plus pour des nouveaux CEO et des petits projets qui se lancent. Donc, franchement, n'hésitez pas. Hein. On sait jamais. Si c'est comme advisor, c'est vrai que c'est classe. Hein. Je veux dire, ouais, c'est pas possible. Je pense que le projet, il a de la valeur juste parce qu'il y a CZ dessus. Du coup, je vous propose de passer au deuxième sujet, si ça vous va. Le deuxième sujet, c'est un sujet pour le chat, c'est notre sujet chat. C'est vos meilleurs scams. C'est un peu, on s'est dit qu'on allait profiter de l'état de l'ambiance actuelle pour mettre le projecteur sur les meilleurs. Alors, c'est évidemment un peu une blague, hein, une provocation, mais donc les pires scams dans lesquels vous soyez tombés. Ou les pires erreurs que vous ayez faites. Ou les pires erreurs que vous ayez faites. Voilà. Surtout ça, souvent. D'ailleurs, ça pourrait s'appliquer aussi aux membres de l'équipe. Hein. Peut-être on peut commencer par nous. Quels sont, vous, vos pires scams, vos pires erreurs que vous ayez faites sur ces dernières années? On a tous été débutants un jour. Quoi. On a tous été débutants. Et je tiens quand même à préciser pour répondre à CryptoDruid, non, on n'a pas besoin de plans pour faire de la maille, c'est pas pour nous, c'est pour que vous sachiez vous en prémunir quand même. Attendez, ne retournez pas le truc. On fait du retour d'expérience, on fait de l'éducation, on fait de la formation. Honneur aux invités. Est-ce que vous avez déjà été scammé, Sébastien ou Steve? Oui. Allez, on veut et savoir. assez violemment. C'était un oui qui pèse. Ouais, qui fout les boules, hein, parce que en gros, j'avais eu le airdrop. Alors, je vais faire halluciner du monde. J'avais eu le fameux airdrop de Arbitrum. Donc, j'étais tout content, etc. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Un dimanche soir, un peu fatigué, je traînais sur Twitter et je fais pas gaffe et je vois mint votre NFT Arbitrum et tout était OK en fait dans le tweet. Donc, j'ai été voir par curiosité. Je suis arrivé sur la plateforme, je vérifie, je regarde vite fait, mais bon, fatigué comme un dimanche. Et je commence à mint ce NFT. Je fais une signature, 2 signatures, 3 signatures. Et en fait, c'était du gros phishing et je me suis fait aspirer comme un noob. Voilà, mes petits Arbitrum. Voilà, c'était donc c'est un scam à environ 1300, 1700 $, quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Est-ce que la morale de l'histoire, c'est que le lien sur Twitter que tu as cliqué, c'était un lien sponsorisé? Parce que la plupart des liens sponsorisés, non, c'était même pas un lien de pub. Alors voilà, parce que moi, je fais la chasse justement sur Twitter à bloquer justement ce genre de lien. Et là, c'était vraiment pas le cas. Et je sais pas comment ils se sont débrouillés, où c'en était. Le site était tellement bien foutu, etc. J'avais une confiance aveugle à ce moment-là. Et on fait pas gaffe. C'est la première fois que ça m'est arrivé en 4 ans, ce genre de truc. Comme quoi, faire gaffe vraiment au phishing, juste ça déjà, parce que ça tourne énormément. J'ai reçu récemment un mail de DYDX me disant il y a un airdrop, premier rendu, premier servi. Bon, le premier rendu, premier servi, tout de suite, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais le mail était super bien foutu, quoi. Enfin, je veux dire, je suis sûr qu'il y en a qui sont tombés dans le panneau, c'est obligé. Tout était fait pour ça. Donc, même si on est averti sur le sujet, et même si on fait gaffe, il suffit d'une fois pour tomber dans le panneau, quoi. Et ça m'est arrivé. Cool.
Merci d'avoir partagé, Steve, parce que C'était c'est des pertes difficiles à assumer des fois et à partager en public. On a l'impression Ouais. on a l'impression que c'est un cercle de thérapie là maintenant. Vas-y. C'est ça. véritablement, sur le coup, j'ai fait oh putain, et après je me suis dit c'est qu'un airdrop, à la base je l'avais pas, on s'en fout, on passe. Et le lendemain, ça allait bien. Voilà. Bon état d'esprit. Bon, on n'a pas le choix, hein, de toute façon. C'est ça, difficile à avoir cet état d'esprit, mais Pas le choix. Sébastien, toi, il t'est arrivé aussi des mésaventures ou pas? Non. Et alors moi, je pense que je travaille trop. Et c'est un bon moyen de se prévenir des scams, puisqu'en fait, quand j'ouvre des mails un peu comme ça, il y a déjà 1 ou 2 semaines de passé, et soit les sites sont fermés, soit on a déjà des infos comme quoi c'est des scams. Et donc, généralement, je n'ai pas trop ce problème-là. Je ne traîne pas assez sur les réseaux sociaux non plus, je pense. Je suis un peu un ermite. À la base, étant dev, je suis un peu un ermite. Donc voilà. Donc non, moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu ce genre de problème. Cool. allez, je vois dans le chat des petites réponses, notamment celle de Ludo, qui est un ancien dev aussi, très proche. J'ai bossé 4 mois pour une entreprise de métaverse et j'ai pas été payé. Est-ce que ça compte? Alors oui, Tu ça l'as- compte. Hein, Tu, c'est tu sûr. l'as- tu l'as totalement dox là, parce qu'il n'y a pas écrit Ludo dans son truc. Ouais. Personne ne sait Est-ce que que t'as été payé dans le métaverse peut-être? Non. Même pas. Ça, c'est un paiement métaverse, c'est ça. Ah, mais classique, hein, les boîtes qui se lancent et qui n'arrivent pas à assumer leurs employés, c'est malencontreusement pas tout en France et donc pas tout avec les règles du travail. Compliqué. On en a eu un autre dans le chat aussi, Holkin, vider mon wallet en cliquant sur un mauvais lien lors d'un mint de NFT. Voilà, ça c'est très classique en fait, c'est le scam à l'approval, hein. C'est qu'en fait en voulant vous faire minter quelque chose ou avoir un airdrop ou quoi que ce soit, on vous fait signer des transactions qui approuvent un smart contract à vous ponctionner vos tokens. Et donc ça peut être Comment Attends, peut-on je finis, éviter ça peut ça, être- Gaëtan? ça peut être que les tokens ARB dans le cas de Steve, mais ça peut être aussi tous vos tokens, donc faites attention. Comment on peut éviter ça? Alors, déjà, on fait attention effectivement sur les liens sur lesquels on clique, sur le site, etc. Mais même si, imaginons qu'on a fait attention, la meilleure protection qu'on ait aujourd'hui, c'est d'utiliser des petits plugins qui permettent de simuler ce que va faire la transaction que vous signez. Donc, il y a Rabi, par exemple, qui est un wallet concurrent de MetaMask qui le propose par défaut. Maintenant, MetaMask a intégré les snaps, vous en avez peut-être entendu parler, c'est des sortes de petits plugins supplémentaires. Et dans ces plugins, il y a aussi des fonctionnalités, on va appeler ça comme ça, qui vous simulent ce que votre wallet va faire ou qui vous prévient en disant attention, ce smart contract avec lequel tu es en train d'interagir, je ne le connais pas, ou alors il est connu pour être un scam. Donc ça vous envoie un petit pop-up qui vous dit ah là là, tu es en train de signer quelque chose qui a l'air dangereux. Es-tu bien sûr de vouloir le signer? Donc c'est le dernier rempart qu'on ait pour se protéger, parce qu'une fois que c'est signé, par contre, c'est trop tard, c'est signé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, sauf si vous voulez révoquer un approval. Donc si vous avez un approval sur un smart contract qui est jugé dangereux, vous pouvez le révoquer. Mais enfin bon, si l'attaquant est rapide, c'est déjà trop tard, une fois que c'est approuvé. Donc voilà, à part faire attention, réflexe classique, vérifier les URL, ne prenez pas les liens sponsorisés sur Google, ne cliquez pas sur les liens sponsorisés des réseaux sociaux. Ça, c'est du B.A.-ba. Et une fois que ça c'est fait, il y a aussi ce petit plugin qui est vachement intéressant à posséder. Et juste pour reparler de des ARB, pardon, je vais arriver à parler, qui m'ont été siphonnés. Donc du coup, j'avais été voir le contrat, enfin l'adresse du coup qui avait siphonné mes tokens. Et donc on peut écrire juste en dessous comme quoi c'est un scam, prévenir tout le monde, etc. Et véridique, il y a un mec qui est venu me parler en privé parce que sur Etherscan, il y a une possibilité de chat privé en se connectant. Et le mec me propose ses services pour aller récupérer les tokens, en gros. Et il me sort, je vous jure, je pourrais tout screen et vous l'envoyer. Et le mec me dit, mais si, c'est possible, je peux aller récupérer tes tokens, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Je dis, mais les gars, c'est infini votre arnaque, quoi. Ça s'arrête jamais, quoi. Le mec, il est déjà au fond du trou, toi, tu le termines, en fait, quoi. Et pas une seule faute d'orthographe en plus, bien écrit et tout. C'est fou, quoi. Mais impressionnant, quoi. Je pourrais vous le screen et vous l'envoyer, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Et le mec droit dans ses bottes. C'est un autre moyen, du coup. Vas-y, pardon, Sébastien. Alors, moi, si je peux juste rajouter un petit conseil aussi aux gens, c'est de ne pas utiliser leur wallet principal pour tout ce qui est airdrop et tout ça. Moi, c'est ce que je fais, c'est que principalement mes cryptos sont sur
hardware wallets. Et en gros, quand j'ai besoin de signaler, enfin de fournir des clés pour des airdrops ou des choses comme ça, c'est un wallet MetaMask. Et une fois que j'ai récupéré, je fais des transferts et je récupère ça sur des wallets. Comme ça me permet des fois peut-être d'aller sur des scams. Mais au final, quand ils se veulent siphonner, il n'y a rien dessus. Donc, Ouais, c'est ça, t'es safe. ils n'ont rien à récupérer. Chose Ouais, que je fais normalement, d'ailleurs. Hein. Mais là, pour le coup, ils étaient là. Bah, c'est ce qu'on appelle un burn wallet, non, globalement, dans l'idée, Gaëtan. C'est un peu ça l'idée, oui. C'est même pas de wallet, c'est un wallet que tu utilises un peu qu'une fois normalement dans sa nomenclature, mais ça rejoint l'idée d'avoir un wallet, soit un hot wallet, soit un cold wallet, peu importe, mais qui sert qu'à faire des trucs un peu chelous, on va dire ça comme ça, et puis un wallet qui sert vraiment à détenir tes fonds, dans lesquels tu fais extrêmement attention à toute transaction et tu ne le Bien sûr. connectes pas sur des dApps divers et variés. Mm. Donc ça, c'est un bon moyen effectivement de se prémunir. Le deuxième, mais ça c'est un peu plus pour les plus connaisseurs, c'est quand vous faites comme ça une interaction, n'hésitez pas à aller voir le smart contract avec lequel vous interagissez, notamment pour un approval. En fait, vous pouvez toujours cliquer sur le smart contract en question, l'ouvrir sur un bloc Explorer et voir si ce smart contract a un certain historique. Si ça fait que 2 jours qu'il a été déployé, bon, ça commence à être tendancieux. Si 2 jours qu'il est déployé et 10 transactions, c'est pas pareil que Uniswap qui est déployé depuis genre 1 an avec des centaines de milliers de transactions. Vous voyez, donc analyser le smart contract en question, ça peut aussi être une bonne solution. Je sais que c'est difficile quand on débute, mais aux plus avertis, vous pouvez aussi faire ça, notamment lorsque vous voulez déplacer des fonds importants ou faire des interactions avec un wallet qui contient des fonds importants. Puis Et des là- fois, et là- même sans regarder forcément le smart contract lui-même, regarder un petit peu juste l'adresse. Là, j'ai ouvert Etherscan devant tout le monde. Dans Etherscan, on peut chercher l'adresse et vous avez forcément l'adresse qui apparaît quelque part dans votre transaction. Donc, cherchez-la et regardez si c'est un truc qui est beaucoup utilisé, qui a vraiment de la supply. Et regardez aussi, donc du coup, tout à l'heure, c'était Steve qui en parlait. Il y a de quoi commenter sur Etherscan. Et donc, du coup, la partie commente, parfois, elle est remplie de gens qui disent attention, ceci est un scam, faites attention. Donc, vous pouvez aussi aller regarder ça. Les explorateurs sont en effet des très bonnes sources d'informations. Et au-delà de ça, ce que je voulais rajouter, c'est que là, sur les explorateurs, tu as la partie contract qui te permet effectivement de voir le smart contract qui est utilisé, en fait, en l'occurrence, pour le RC20 de Tron. On vous demande pas de savoir lire un smart contract, mais s'il n'est pas diffusé en clair, c'est déjà un peu louche. Vous voyez ce que je veux dire Parce que globalement, le fait de le faire diffuser en clair fait que vous avez des gens qui s'ennuient un peu, qui vont aller checker un petit coup d'œil et qui vont se dire voilà, le smart contract il est nickel et tout ça. Voilà, donc s'il n'est pas diffusé, c'est déjà un peu louche. Diffusé en clair, ça veut dire qu'il y a le petit tic vert qu'on voit là écrit Oui, sur c'est le ça. cas d'Etherscan, en tout cas, qui vous montre que le bytecode sur la blockchain a bien été et matche bien avec ce que la personne a envoyé en termes de smart contract. En fait, on est capable d'interpréter le bytecode, je veux dire ça comme ça, mais on a le C'est ça. code associé au bytecode du smart contract directement sur le bloc Explorer. Alors, en général, les smart contracts de hack ne seront pas vérifiés. C'est-à-dire que vous ne verrez Voilà. pas le code. Donc ça, c'est un bon moyen de se prémunir aussi. Ouais, carrément. D'autres scams dans l'équipe ou des Alors, pas moi personnellement, mais un de mes meilleurs amis. Un ami. Mais c'est ça, c'est pas moi, c'est un ami, c'est ok. C'est jamais toi-même. Non, pour le coup, un ami s'est fait bien scammer où il avait téléchargé son Windows de manière piratée. Ce qu'il ne faut pas faire. Hein, on vous encourage. Le pirate, c'est du vol. Hein, voler une voiture, c'est du vol. Le pirate, c'est du vol. Et du coup, il avait son Windows qui était piraté. Sa licence avait été piratée parce qu'il avait installé un logiciel qui s'appelait AutoKMS ou un truc comme ça qui permettait d'avoir des licences. Et en fait, c'est un logiciel qui est complètement truffé de virus. Et notamment, il y en a un qui est plutôt un peu malin, qui est de checker l'ordinateur. Et notamment, le checker à la recherche d'informations, notamment des petites seeds qui traînent, des petites clés privées qui traînent, notamment sur le stockage de votre MetaMask. Parce que MetaMask est sur votre ordinateur, il est en local, très bien, ça évite qu'il aille chez les serveurs de Consensus, mais en l'occurrence, il est sur votre ordinateur. Et donc, si votre ordinateur est pris à défaut par quelconque moyen, virus, ce genre de choses, eh bien, en fait, votre ordinateur affiche de l'information potentiellement, et il peut aller retrouver, du coup, la seed ou l'adresse, la clé privée. Et de fait, il s'est fait choper sa clé privée, sa seed, et il s'est fait vider littéralement l'entièreté de ses comptes. Il y a un petit bot qui a tout vidé, tous les tokens, tous les ethers. Alors, il n'y en avait pas pour des millions d'euros, mais il y en avait pour, en tout cas, genre 4 chiffres, quoi, et qui s'est fait vider. Et ça fait mal parce que on a l'impression d'être tranquille dans notre vie, on n'a strictement rien fait, on a cliqué sur aucun bouton, et hop, ça part tout seul.
Ouais, c'est dur. Hein. Wow. N'utilisez pas de version piratée de Windows. N'utilisez pas de version piratée de Windows. Et du coup, le conseil le plus classique, c'est utiliser un ordinateur dans lequel vous avez confiance. La confiance, c'est difficile à avoir de manière générale dans le monde informatique. Mais du coup, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est prenez un ordinateur avec un OS qui est bon. Genre, par exemple, un bon Windows, il n'y a pas de problème. Enfin, genre, c'est pas un problème Windows, mais Mac ou Linux, enfin, Ubuntu, c'est très bien. Et surtout, n'installez pas des logiciels pirates ou des logiciels que vous ne maîtrisez pas. En fait, agissez avec comme si vous agissiez avec votre ordinateur professionnel qui a 1 million de sécurité, et qui doit passer par des VPN ou je sais pas quoi. Et bien, faites la même chose. Utilisez un ordinateur dans lequel vous avez pleinement confiance, dans lequel vous faites des actions qui sont dirigées vers la confiance. Et ça sera au moins, en tout cas, une bonne étape pour pouvoir avoir évidemment des ordinateurs sains, sachant que, évidemment, le mieux, c'est encore de passer par du hardware wallet, mais bon, c'est une autre question. Si vous les avez, évidemment, sur votre ordinateur, c'est compliqué. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que même avec un ordinateur piraté, l'avantage du hardware wallet, c'est que votre site n'est pas exposé. Donc il aurait été tranquille dans cette situation. Mais des fois, avec des petits montants, on n'a pas de hardware wallet. C'est ça. Tout à fait. Moi, de mon côté, je me suis fait. Alors, ça remonte un peu, c'est il y a quelques années maintenant. J'utilisais à l'époque un protocole qui s'appelle Autofarm, qui est un protocole qui existe sur la Binance Smart Chain et qui permet de faire du farming, hein, comme son nom l'indique, Miam, miam. fort justement. Alors, je ne sais pas si je le qualifierais vraiment de scam. Mais de hack très clairement, où j'ai la pool sur laquelle j'étais positionné qui s'est fait gentiment hacker. Alors je me souviens plus du détail, mais c'était du stable parce que moi je farm souvent du stable sur ce genre de truc et j'ai perdu de mémoire, je sais plus, quelques milliers d'euros. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais quelques milliers d'euros de stablecoin sur un truc où je m'étais dit, tu vois, bon, c'est la Binance Smart Chain, c'est Autofarm, je vais pas non plus sur le truc le plus dégène qui existe, et bah je farm. C'est marrant, j'ai pas la même erreur que toi, mais c'est sur Autofarm, moi aussi, tu vois. Ah bah Ouais, mais c'était pas la même. C'était une mauvaise implémentation de leur part. C'était un bug smart contract. Ils avaient intégré Venus, qui était un Sur fork Venus, de Compound ouais. sur la Binance Smart Chain. Ils s'étaient trompés dans leur intégration et leur pool en fait payait des frais à chaque fois qu'elle auto-compoundait, des frais qu'elle n'aurait pas dû payer. Ce qui fait qu'en l'espace de 24 heures, tout le monde perdait 10% de son montant, de sa pool. Donc moi, je m'en suis rendu compte assez Sympa. vite. Donc je suis sorti au bout de 24 heures, donc j'avais perdu que 10%. Donc c'était j'appelle pas ça un hack, c'est plus une erreur de smart contract qu'un hack. Hein. Mais voilà, j'avais perdu. C'est donc pas, je pense, le même hack que ce que tu as subi, Jérémy, mais c'était aussi sur Autofarm, tu vois, donc c'est marrant. Mais je l'ai vu. Ce truc-là, il est à peu près contemporain de mon truc à moi. Et j'étais en mode, putain, décidément, genre, tu vois, genre, ça tombe à côté, ça me tombe dessus. J'étais en mode, ok. C'est ça, c'est ça. Après, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas mal de choses, hein, toujours avec des tout petits montants, mais j'ai eu le hack de Euler Protocol, pour ceux qui connaissent, qui était un concurrent à AV à Compound, où la pool s'est fait intégralement hacker. Hein, donc il y a eu 275 millions de dollars de vol quand même. Mais heureusement, ils ont trouvé le hacker. Alors, une enquête, je pense, qui finira par quelque chose sur Netflix dans les années futures, mais après plusieurs mois de recherche, ils ont trouvé le hacker qui, du coup, a rendu les fonds. Donc, j'ai récupéré quasiment l'intégralité de ce que je m'étais fait hacker. Et après, il y a eu plus une erreur qu'un hack. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû l'avoir en étant débutant. C'est d'avoir des wallets bloqués parce que j'avais fait une transaction avec un gaz trop bas. Et comme un abruti à l'époque, je ne savais pas comment corriger ça. Et donc, pendant des mois et des mois, j'ai eu un wallet qui était bloqué parce que ma transaction ne voulait pas passer. Et vous savez que sur le VM, quand vous avez une transaction qui est en attente, vous ne pouvez pas en faire une autre. C'est l'histoire des nonces. Il faut que la transaction de nonce X soit résolue pour que la transaction de nonce X plus 1 ait lieu. Et donc, pendant des mois et des mois, un wallet Ethereum bloqué, incapable de bouger mes Ethers parce que je n'arrivais pas à m'en sortir. Je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai appris plus tard qu'on pouvait dans MetaMask. À l'époque, il n'y avait pas les boutons accélérer ou remplacer, hein, sur MetaMask quand on est dans une interface très très jeune. Et donc, il fallait à la main changer le numéro de nonce pour se corriger. Mais c'était 2016-2017, donc c'était mes premières années avec la blockchain. Et j'ai galéré. J'ai considéré le wallet comme perdu pendant 6 mois avant de finir par trouver la solution. Donc, c'était assez marrant. Un classique. Juste, je tiens quand même à préciser, dans le chat, on a pas mal d'exemples. Et il y a quand même quelque chose qui revient, c'est ne suivez pas les liens qui vous sont envoyés un petit peu gratuitement. Ne suivez pas les trucs sponsors, ne suivez pas les NFT qui vous sont envoyés aussi. Genre, c'est une grosse source de hack. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, notamment chez Mike qui reçoit des notifs de NFT qui arrivent comme ça tout seul. C'est vrai que quand il y a des airdrops, il y a full scam sur Twitter. Voilà, faut faire gaffe, il faut chercher soi-même
l'endroit, vérifier le site, vérifier le smart contract, et ensuite vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, pour rebondir sur ce qui est sur le chat, depuis quelques talks à l'IRA, on ne dit plus hacker un smart contract, on dit cambrioler un smart contract. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous dites le protocole s'est fait hacker et que vous en parlez à un moldu, déjà vous utilisez un terme qu'il ne comprend pas et qui est forcément mal connoté. Et en gros, on a l'impression de se dire oui, mais bon, c'est des trucs de hacker, ça ne connaît pas. Alors que cambrioler, tout d'un coup, vous avez une espèce de sympathie un peu paysanne, bienveillante envers celui qui s'est fait cambrioler. Et donc vous arrivez, vous dites ah, je me suis fait cambrioler mes bitcoins. Oh la vache, c'est pas vrai. Ah, si toi tu prends un verre. Enfin voilà, on est dans une ligne des mots beaucoup plus agréable. Et j'aime bien qu'on utilise ces termes-là. Moi je dis voilà, dernier cambriolage de Binance, voilà, c'est pas mal. Le dernier cambriolage, en l'occurrence, il date de cette nuit. Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir été touché dans le chat. Effectivement, il y a Kyberswap, qui est un DEX assez connu, qui s'est fait, on va dire, cambrioler. Du coup, ça fait un peu bizarre, quand même, mais on va dire cambrioler. J'ai l'impression Ça que l'adapter, faut s'adapter. ça me fait bizarre ce terme, je suis désolé Daniel. Il s'est fait siphonner. J'ai l'impression que c'est la barre de fer. Hein. Bah, faut s'adapter. Hein. On descend Ouais, d'un étage pour tout le monde. Donc ça, malheureusement, ouais, c'est très dur de s'en prémunir. Hein. Les hacks, enfin les siphonnages comme ça de smart contract, utiliser des protocoles connus et reconnus, mais c'était le cas de Kyberswap par exemple. Donc malheureusement, c'est voilà, la DeFi est jeune. Et quand on a des millions d'euros comme ça sur des protocoles et des smart contracts, il faut faire attention. Il ne faut pas ne pas mettre tous ces dans le même panier. Globalement, c'est un peu le meilleur conseil qu'on peut vous donner, parce que vous n'êtes jamais à l'abri du hack d'un protocole. Et au-delà de la partie hack et la partie d'erreur, c'est aussi l'inattention toute bête, hein, tout très bête. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai déployé un smart contract sur un layer 2 d'Ethereum. J'ai regardé les frais de gaz, j'ai pas regardé les frais de data. Et ce vol. j'ai payé très 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 cher mon déploiement de smart contract en disant ah, $8, oh, c'est bon, $8, c'est quand même vachement moins cher qu'Ethereum, validé. C'est avec ta ledger, hein, validé. Et paf, quand tu vois l'addition, tu te dis c'est bizarre, j'ai beaucoup moins d'Ether qu'avant. Et j'avais pas vu toute la facture en fait avant de payer, donc c'est aussi des petites erreurs d'inattention, que ce soit des hacks, hein, tout simplement. Ok, merci en tout cas pour cette séance de thérapie collective. J'espère que ça vous a fait du bien de vous rendre compte que finalement ça concerne tout le monde. Hein. On peut passer peut-être du coup au dernier sujet de notre séance des chroniques d'Alira. Sébastien et Steve, vous êtes donc deux anciens d'Alira de deux promos différentes. Hein, et vous avez été incubé récemment par Cube3. Est-ce que vous voulez nous revenir un peu sur cette expérience? Alors peut-être, je sais pas, commençons par Steve. Allez. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour être incubé, tout ça? Alors, du coup, on a eu de la chance. Alors, à défaut de se faire voler ces tokens, si on a un peu de chance, donc la vie s'équilibre et on se dit que c'est cool. Donc, du coup, on avait vu le tweet de Valentin Domé qui annonçait comme quoi c'était les derniers jours pour s'inscrire, pour déposer son dossier, etc. J'ai même pas prévenu mon équipe, rien du tout. J'ai déposé le dossier, j'ai mis ce qu'on faisait, ciao, et je me suis dit jamais ça va passer. Donc, du coup, on a reçu un premier mail en nous disant on retient votre candidature et on va pouvoir discuter ensemble. Donc, on a eu un premier entretien qui, normalement, sur ce premier entretien, on débriefe sur le projet un peu plus de manière générale, en fait. Voilà, c'est pour voir si ça tient la route, etc. Sauf que c'était un débat passion, vu qu'on touche au stockage décentralisé. C'est parti un peu dans tous les sens. On a été challengés comme des fous, etc. Enfin, c'était excellent pour nous. Ouais, c'était trop bien. Ça a duré plus longtemps que prévu. Et ensuite, on a eu un deuxième entretien, encore une fois, avec le formidable Louis X et Alexis aussi en premier, hein, qui était au tout début, mais du coup avec lui en deuxième. Et pour finaliser un petit peu, pour voir si on planait pas à 3000 mètres d'altitude et qu'on était... C'est bon, ils sont plutôt, 1500, tout va bien. Voilà, c'est ça, et qu'on était plutôt complémentaires, cool, qu'on avait du recul sur tout ça. Et donc, après, il y a eu quelques jours de stress où on ne savait pas trop si on était pris, etc. Il y avait une réponse qui tentait vers vous êtes incubé et je ne savais pas comment l'interpréter. J'ai demandé aux gars, les gars, on est incubé, on n'est pas incubé, qu'est-ce qui se passe? Donc, une après-midi de stress pour qu'à la fin, on sache qu'on a été pris. On était extrêmement contents parce que du coup, on cherchait vraiment à être bien accompagné, avoir un soutien et rencontrer le maximum de monde
aussi d'autres projets et pouvoir échanger, quoi. Trop bien. Donc, Est-ce que tu voilà veux nous ce en que je dire peux un peu dire. plus sur ton projet du coup c'est quoi Ashguard? Alors, Ashguard, en fait, c'est une solution qui permet donc aux particuliers et aux entreprises qui sont soucieux de leur sécurité et de leur information, de leur simplifier en fait de manière donc sécuriser l'accès au stockage décentralisé et tout en conservant en fait la pleine souveraineté de leurs données. Donc la souveraineté, c'est un peu un mot à la mode en ce moment qui arrive en front là comme ça. Je me bats un peu là-dessus pour éviter que ça tombe sur un mot commercial. Donc de temps en temps, je suis un peu taquin sur LinkedIn sur des projets qui proposent du stockage et qui parlent de souveraineté. Nous, chez Ashguard, on est vraiment sur nos positions à dire que si on n'a pas les clés de nos données, on n'a pas de souveraineté en réalité. Donc parler de souveraineté sans avoir l'entièreté de l'accès à ces données, ça devient tout de suite très compliqué, en tous les cas pour nous, dans notre vision. Donc, le but étant que nous, on parle de self-data custody et pas de self-custody. Donc, c'est vraiment d'avoir, par exemple, le wallet argent, pour ceux qui connaissent, ce serait celui-ci, mais pour nos data. Vraiment, où là, on est 100% maître de nos données. Elles sont chiffrées par défaut. Et plein d'autres petites choses que je ne peux pas encore parler malheureusement parce qu'il faut qu'on aiguise notre couteau aussi. Ok. Ouh. C'est en cours. Génial. Voilà. Sachant que chez Ashguard, il y a un autre Allyrien, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup d'Alériens chez Ashguard. Il y a eu beaucoup d'Alériens. Historiquement, en fait, on a repris le travail d'Ashguard en 2022. Et là, c'était le bateau amiral des Alériens. On a eu beaucoup de monde. On a eu Jérôme, d'ailleurs, avec qui on s'est éclaté pendant la soutenance. Donc Jérôme a décidé de partir, hein, voilà, en tout bien tout honneur. Beaucoup sont partis, on s'est retrouvé qu'à 3 et maintenant on est 4 d'Alira. Il y a donc Gilles, Lucas, Antoine et moi. Antoine qui était en promo dev. Voilà. Ouais, tout à fait. C'était à lui que je pensais en particulier, Ouais. et qui est CTO du coup pour Ashguard. Voilà, il est CTO parce que du coup on a eu la chance de récupérer deux devs gratuitement, incroyable, et qui nous aident énormément. Donc je passe le bonjour à Lilian et Guillaume qui nous filent vraiment un sacré coup de main assez impressionnant. Donc ouais, bah du coup les CTO, il a sa petite équipe de dev et let's go quoi en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça implique être incubé chez Q3? Qu'est-ce que ça veut dire être incubé? C'est quoi les modalités? Comment vous êtes accompagné? Et décrire peut-être rapidement ce qu'est Q3. On l'a peut-être pas dit, mais peut-être que tout le monde dans l'auditoire ne sait pas ce qu'est Q3. Je sais qu'ils ont du café à volonté. Oui. C'est important. Ils ont du café à volonté. Alors Q3 c'est un gros incubateur quand même, on va pas se le cacher, qui a donc sélectionné que 20 projets sur à peu près 160-170 candidatures, donc ils ont été très restrictifs là-dessus. Pourquoi je dis que c'est un gros incubateur? C'est pas pour non plus lancer trop de fleurs, mais c'est-à-dire que les personnes qui nous accompagnent en interne, que ce soit les advisors comme les mentors, c'est des personnes qui sont soit très connues, par exemple comme Owen Simonin, et derrière ça, enfin voilà, on est vraiment accompagné de manière très très professionnelle derrière. On a une image de marque aussi, enfin une image de marque. Je ne sais pas si c'est le bon terme, Sébastien, tu me couperas si je dis des bêtises, mais on a Amixem, voilà, qui est sur la photo, voilà, vous verrez ce qui se passera avec lui. La team danger. La team danger, ouais, c'est exactement ça. Voilà, on voit Faustine Fleuret donc de la DAN, Stéphanie de Casino Immobilier, si je dis pas de bêtises, et Owen Simonin, et en tête d'affiche Valentin Demey. Donc Cube3, voilà, donc c'est un incubateur et accélérateur. Donc on a des projets aussi qui sont accélérés, qui sont sur l'étape supérieure, qui ont un accompagnement d'entreprise tout autre. C'est des entreprises qui génèrent déjà parfois du chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc ils sont vraiment aux portes de pop-up, hein, de toute façon. Et les incubés, comme Sébastien, je crois que tu es incubé aussi, et moi-même, où là, on est soit sur une idée, ou soit sur quelque chose qui a déjà commencé à être bien construit. Hein. Donc voilà. Après, les conditions de l'incubation, pour être full transparent, on paye tous les mois. Ça, c'était une volonté de Cube3 que moi, j'adhère complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas un coworking,
c'est vraiment de l'incubation et pas de la garderie. Donc, du coup, ça se paye. Il y a des intervenants de qualité, etc. Donc, forcément, ça a un coût. Cube 3 est très transparent là-dessus. Ils en ont déjà parlé. Ils prennent un pourcentage sur de la levée de fonds, des choses comme ça, sur ça. Donc, voilà. Super. Ça répond. Voilà. Et tu veux savoir, Steve, pourquoi en fait votre dossier a été accepté? Tu veux savoir pourquoi ou pas? Parce que on est gentil. Je sais pas. Non, parce que vous êtes vachement doué, c'est tout. C'est gentil, Daniel. Daniel est trop mignon. Il faut savoir que Daniel, il m'a déjà fait pleurer une fois. Hein. Faut le savoir, ça. Oh non. Un jour, je l'ai engueulé. J'ai dit, c'est indigne de toi. T'es pas un Illyrien. Ça va pas. Je te renie. Il s'est mis à pleurer. Il est revenu et il a été incubé. Voilà, c'est bon. À un moment donné, on avait fait une photo à ETHCC ensemble et tu l'avais retweeté. Tu avais mis un mot extrêmement mignon. Moi, je devais avoir 4 heures de sommeil. J'avais la larme à l'œil. Je suis alors, le salaud. Faut que je lui envoie un message. Trop cool. Sébastien, tu as été incubé également de ton côté par Cube 3 pour le projet Behind the Gate. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le projet du coup, que tu portes au sein de Cube 3 et sur ton incubation? Ouais, le projet est assez simple en soi. L'idée de base, c'est de numériser les histoires dont vous êtes le héros. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont pu déjà tester ces livres où, en gros, vous incarnez un personnage dans une histoire et à certains moments, on vous propose des choix et vous devez sauter un peu plus loin dans l'histoire, des fois une centaine de pages, revenir en arrière, aller en avant. Ça vous permet de créer un personnage et de passer un bon moment. Moi, je suis un grand fan de tous ces univers-là. Et donc, je me suis dit, autant utiliser ce concept pour créer des NFT ultra personnalisés. Et donc, en gros, on a aujourd'hui un peu 2 verticales dans ce projet, moi et mon associé. Moi, sur la partie jeux vidéo, et mon associé sur un côté plus retail du produit, enfin de l'utilisation de ce concept. Et donc, sur la partie jeux vidéo, en gros, on souhaite proposer une interface en 3 parties avec une solution de créateur de personnages pour pouvoir vous donner une immersion un peu plus grande et vous approprier votre histoire. Ensuite, dans l'intégralité de l'histoire, on vous propose des choix, comme dans un livre, et on les sauvegarde en fait. On sauvegarde on-chain et off-chain des data. On-chain, on va aussi sauvegarder la véracité de vos choix. Et à la fin, en fait, on va utiliser l'avatar que vous avez créé pour générer un NFT définitif qui serait une représentation de vos choix dans cette histoire. Ok, trop bien. Voilà. Le but, c'est que en fait, ces NFT soient vraiment des avatars que vous pouvez utiliser, soit dans des suites qu'on peut imaginer, soit sur des plateformes externes. Ça peut être votre avatar sur Discord, ça peut être votre avatar. En fait, on veut proposer en fait la capacité aux gens de pouvoir partager leur histoire et une histoire un peu personnelle, quoi. C'est vraiment le but. Sur la partie retail, c'est plus pour essayer d'aller chercher un nouveau onboarding de clients, une nouvelle solution pour aller toucher un public que des marques pourraient ne pas toucher. Et donc, on travaille sur comment convertir des histoires en storytelling, par exemple, pour une marque. Et via une interface, soit apporter des bons de réduction ou des produits physiques avec ce NFT qui serait potentiellement une preuve d'authenticité et tout ça. Moi, Ok. j'avoue que je me rappelle que Behind the Gate, tu l'avais fait aussi en projet Alira. Pareil que Ashguard, c'était un projet final. Et on se suit un peu avec Sébastien, donc on se tient, même de manière générale, chez Alira, on a tendance à avoir quand même du lien avec nos apprenants. Et notamment avec Sébastien, moi je vois un peu les évolutions, tu m'as montré plein de fois les visuels et tout, et c'est vrai que ce qu'il fait est en train d'être vraiment très très propre sur l'histoire, c'est assez incroyable, et du coup c'est trop bien parce que personnellement j'aime lire et j'aime les idées innovantes dans la littérature et dans l'imaginaire. Et c'en est vraiment une avec un nouveau médium, donc c'est quelque chose de très cool qu'il est en train de construire de mon point de vue. Merci.
imaginaire, histoire, plus côté industriel. Enfin, tu vois, comme tu disais à la fin, il y a une application aussi qui peut intéresser les entreprises, et ça, c'est trop cool aussi d'avoir réussi à amener cette verticale-là, quoi. Bah, et puis, alors, c'est aussi, parce qu'on fait un parallèle avec Cube 3, c'est aussi là où Cube 3 nous accompagne, parce que en gros, il faut bien comprendre que dans le lancement d'entreprise, il faut un peu faire des choix. Et Cube 3 nous accompagne aussi pour faire une bonne construction de base. On ne lancera pas les 2 produits au démarrage, c'est impossible techniquement et financièrement, mais ils nous permettent de construire quelque chose de propre pour que ensuite on puisse puisse avoir les 2 produits. C'est un objectif pour moi et mon associé, c'est que les deux pendants ont de la complémentarité. Les utilisateurs gaming auront un retour d'expérience qui sera bénéfique pour la partie produit avec des marques et inversement. Et on pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Et pour reprendre un peu ce que tu disais, Cyril, c'est que la transcription d'histoire a toujours eu un besoin d'évoluer. C'est-à-dire qu'on l'a eu sur du papier, on l'a eu par des films, par des séries. On l'a maintenant par des jeux vidéo, mais à mon sens, on n'est jamais suffisamment acteur de ces histoires. Et moi, étant aussi passionné par les jeux de rôle sur table, c'est une manière de vivre des histoires et de mélanger, raconter une histoire et vivre l'histoire. Et au-delà de tout ça, avoir la technologie blockchain qui derrière nous permet d'avoir une traçabilité et une preuve de cette histoire, ça me semblait un bon match. Tout à fait. Trop bien. Non, tout à fait. Et pareil, du coup, ça se passe bien, l'expérience Cube 3, genre, je sais pas, est-ce que vous avez régulièrement donc, des interventions? Vous en parlez un petit peu, quel est le rythme, en gros, que vous pouvez avoir dans de l'incubation comme ça? Vous êtes à Angers, déjà? Alors moi je suis à Angers, j'habite pas loin d'Angers, donc ça m'aide pas mal. On a des ateliers régulièrement. Au début, ça devait être tous les 15 jours, et puis on est rendu à quasiment toutes les semaines. Donc c'est cool. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, on a Comet qui sont avec nous aujourd'hui et qui viennent nous présenter les Account Abstraction pour voir si ça pourrait être une solution à notre projet. Et après, on a aussi des échanges réguliers avec les équipes. Parce que au-delà des mentors et au-delà des advisors, il y a quand même une très bonne équipe derrière. Steve l'a mentionné, mais nous, on a souvent des échanges avec Louis X, qui est une personne ultra bienveillante et qui nous apporte beaucoup de clés pour bien préparer notre business. Je pense aussi à Valentin qui nous apporte des contacts et un rayonnement très important. J'ai pu discuter avec des gens avec qui j'aurais juste pu espérer, et maintenant j'ai pu le faire. Donc voilà, il y a aussi Alexis et j'ai perdu son prénom. Et Maxime? Non, de l'équipe, Alexis et Robin, Robin, ouais. Qui sont aussi là quand on a besoin. Donc, il y a une vraie équipe et c'est vraiment cool. On a des échanges très régulièrement avec tout le monde. Tout à fait. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé dans le chat combien ça coûte. Vous avez le droit de donner cette information ou elle est confidentielle? moi, je vais pas dire le prix exactement, mais je pense que si on devrait comparer entre Sébastien et moi, je pense pas qu'on paye la même somme parce qu'on n'a pas signé tout à fait les mêmes contrats, on n'a pas pris les mêmes décisions. C'est-à-dire que soit on payait plus cher tous les mois, et c'est-à-dire que Cube3 prenait moins sur une levée de fonds ou sur une part, ou soit on payait plus et il prenait un peu moins. En fait, l'échelle, elle est là. Grosso modo, le prix est très correct, très honnêtement. C'est pas du vol, ça a un coût, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut juste savoir ce qu'on veut faire et où on veut le faire. On va pas se le cacher, Cube3, il y a Cryptos qui est derrière, il y a Valentin, il y a, comme je disais tout à l'heure, les advisors et les mentors. Ça nous donne aussi ce côté Impulsion de ouf. Ouais, voilà, faut côté visuel, etc. Enfin, vraiment, on va pas se le cacher, hein. Certains avaient peur de ça, justement, qu'il y ait vraiment que du market, quoi. Et au final, Sébastien, comme il vous le dit,
au niveau des ateliers, on a enchaîné avec des gens qui sont extraordinaires, Foxedit, Rowell, Comet et bien d'autres. Le 19 octobre, je crois qu'on n'a jamais rencontré autant de monde important de la blockchain au même endroit et pouvoir s'amuser même avec eux, parce que moi, le président de Binance, à côté on parlait de off dans le bar, moi j'ai tapé des barres de rire, voilà, donc vraiment quelqu'un de génial, donc ça fait plaisir de voir cet écosystème comme ça en vrai, où on peut échanger avec eux, qui était vraiment excellent, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, pour souligner ce que tu dis, les gens de Cube 3, Valentin, tout ça, vous avez vraiment des gens sérieux, honnêtes. Oui. C'est pas du bling-bling, c'est pas de la paillette. Hein. C'est pas des gens dont Ouais. le métier c'est du bling-bling et la paillette. On est vraiment sur des gens dont le véritable métier c'est de connaître l'écosystème de la compagnie. Parce qu'en fait, le grand problème c'est qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs Web3. Dans l'écosystème en France, il y a du bon et du pas bon du tout. Oui. Donc il est juste à voir ce qui sort. Est-ce que c'est des NFT de bestiaux ou est-ce que c'est des vrais projets qui résolvent les problèmes. Voilà. En fait, le truc, c'est que pour avoir eu une expérience là-dessus, je ne vais pas en parler, mais sur la majorité de ceux qui prétendent être vraiment incubateurs, c'est plus... c'est un autre terme qu'incubation, en fait. C'est pas de l'incubation à proprement parler, où vraiment on va avoir des ateliers, on va rencontrer des gens, on va vraiment pousser la chose vraiment avec des gens carrés et qui seront là aussi pour nous faire redescendre sur Terre à tout moment si on commence à pump, quoi, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Et puis de toute façon, en vrai, tout à l'heure on a parlé coût. En fait, juste l'incubation, c'est aussi du conseil. Et le conseil, c'est un coût. Si tu vas demander à une entreprise de conseil demain du KPMG ou du quoi que ce soit de l'aide, c'est pas gratuit. Hein. En fait, faut réaliser que ce qu'a fait Valentin, c'est un truc de fou. En fait, faut le vivre pour le croire. Je crois que Sébastien serait d'accord avec moi. On a des locaux absolument neufs. On a des sortes de boîtes où on peut se mettre et s'isoler pour passer des appels qui sont énormes. On a des bureaux qui sont mis à disposition, une grande cafétéria. Alors, c'est mélangé avec le pod. Hein, c'est un truc là-bas, un bâtiment qui est fait pour ça. Tout est fait pour que tout soit nickel au carré, quoi. Et puis d'ailleurs, tu parles du pod, mais c'est aussi des gens qui sont extérieurs à Cube 3, mais qui sont là et qui nous apportent des choses que Cube 3 ne nous apporte pas. Genre tout l'espace, tous les bureaux et tout ça sont gérés par eux et nous apportent, par exemple, le café à volonté. Il y a des petits détails comme ça qui, dans une journée de travail, permettent aussi un peu de décompresser, de discuter avec des gens pour nous sortir un peu la tête de tout ça. C'est aussi toute une infrastructure qui nous permet d'être un peu plus serein et de pouvoir un peu se reposer parce que moi, c'est par exemple ma première expérience entrepreneuriale. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Et c'est moins stressant finalement, je trouve, dans cette infrastructure. Comme Daniel me l'a si bien fait remarquer une fois chez Alira, on était entouré d'amour. Je pense qu'à Cube 3, il y a beaucoup de bienveillance et je pense qu'on pourrait dire qu'on est aussi entouré d'amour à Cube 3. L'attention, c'est important. Sur ces belles paroles, nous allons conclure cette séance des chroniques d'Alira. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode des chroniques. C'était un grand plaisir d'avoir vos retours d'expérience, Steve et Sébastien. Je vois que vous êtes entre de bonnes mains, donc volez de vos propres ailes, lancez-nous des beaux projets et épanouissez-vous le plus possible. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit pour celles et ceux qui n'ont pas déjà mangé. Si vous souhaitez rejoindre Alira pour vous former à la blockchain, à l'intelligence artificielle, on organise un webinar lundi. Vous avez le lien sur notre site internet où on vous présente nos formations sur ces sujets. Donc voilà, si vous voulez rejoindre Sébastien et Steve dans l'écosystème, vous savez par où passer. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut! Salut. Bonne journée tout le monde. Salut.